Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les changements climatiques ont des répercussions en ville et à la campagne, jusque sur nos tables et dans nos verres. Seront-ils doux pour les vignes, comme certains experts l'affirment? Le réchauffement climatique serait une bonne chose pour les vignes et donc les amateurs de bon vin. Le réchauffement offre des étés plus chauds, plus longtemps. Cela allonge la saison de croissance et de mûrissement des grappes. Les grandes chaleurs précoces encouragent toutefois la prolifération des insectes et l'arrivée des nouveaux ravageurs comme le scarabée japonais. Nos actuels hivers apportent aussi moins de neige qu'avant, une couverture qui est naturelle, protectrice pour les plants. Cela assoiffe les cépages aux prises avec des yo-yo de température et des gels plus fréquents. Nos vignes résisteront-elles au bouleversement climatique? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous allons dans les vignobles québécois. Nous intéressons aux vignes, aux prises avec les changements climatiques. Pour en parler, je suis en compagnie de Andréane Hébert-Haché, directrice générale et chercheuse au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, le CRAM. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marc Théberge, copropriétaire vigneron au domaine Bergeville en Estrie. Bonjour. Bonjour. Donc, les changements climatiques affectent les vignobles en prolongeant la saison de chaleur. Cela permet aussi aux insectes ravageurs de se multiplier et aux maladies fongiques de perdurer, sans compter les gels et les précipitations intenses et imprévisibles. Peut-être je vais commencer avec vous, Madame Hébert-Haché. Avoir des hivers plus doux, est-ce une bonne chose pour les vignobles québécois? C'est vraiment une question très intéressante. On a tendance à penser que les hivers plus doux vont vraiment être bénéfiques, mais il faut comprendre qu'au Québec, on a comme deux grandes catégories de cépages qu'on fait pousser, donc de variétés de raisins. On a des cépages qui sont très résistants au froid, puis on a des cépages qui sont beaucoup moins résistants au froid. Donc on dit rustiques, des cépages rustiques et des cépages non rustiques. OK. Les rustiques, c'est les résistants au froid? Oui, exactement. Puis dans ces cépages-là, rustiques, on pense aux Frontenac, aux Marquettes, peut-être les cépages qu'on est un peu moins habitué de voir sur les bouteilles de vin, peut-être. Puis ces cépages-là sont résistants à des températures de comme moins 30, moins 32 parfois. Donc, nos hivers sont pas des grands dangers pour ces cépages-là en ce moment. C'est sûr qu'on voit certains hivers où on a des dommages, puis ça mène à des réductions de rendement pour ces cépages-là qui sont censés être un peu plus résistants. Donc, des hivers plus doux vont peut-être nous aider à aller vers de moins en moins de dommages à ces cépages-là pendant l'hiver. Ouais. Puis des hivers, c'est ça, moins difficile pour ces cépages qui sont dits rustiques. Mais pour les cépages non rustiques, qui sont sensibles à des températures d'environ moins 20, moins 18 pour certains. Ouais. Oui, exactement. Donc, avant qu'on ait des hivers assez doux pour dire qu'on n'a pas besoin de protéger ces cépages-là contre le froid, ça va prendre énormément d'années. Là, les prédictions des 50 prochaines années nous montrent qu'on va encore avoir besoin de protéger ces cépages. Donc, ça va aider l'industrie, c'est certain, mais ça ne sera pas non plus une grande transformation qui va tout vraiment révolutionner. Là. Non, exactement. C'est ça. Monsieur Théberge, vous produisez des mousseux biologiques sur les hauts plateaux appalachiens, proches du village de Nord-Attelé, en Estrie, ou encore dans les cantons de l'Est, c'est sûr. Oui. Donc, depuis 15 ans, tout d'abord, constatez-vous des changements dans votre pratique? Je dirais pas dans la pratique, mais nous, on a vu quand même un allongement de la saison climatique quand même assez considérable. Là, on a augmenté la longueur de notre saison de croissance entre le dernier gel au printemps et le premier gel automnal. Là, on a gagné presque 20 jours en 15 ans. Donc, c'est énorme pour nous et ça nous permet d'atteindre des maturités qu'on avait de la difficulté à atteindre les premières années. Donc, pour nous, le changement climatique il est très, très évident. Là. C'est pas quelque chose qui est seulement théorique. Là. On le voit au jour le jour. On a vu aussi apparaître des conditions automnales où on a beaucoup d'humidité et quand même beaucoup de chaleur qui va aider un peu, je dirais pas aider, plutôt qui va aider les maladies fongiques et qui va pas nous aider, nous, en tant que vignerons, à se développer dans le vignoble. Des trucs qu'on n'avait pas les premières années, puis que maintenant on a à gérer beaucoup plus drastiquement. Oui. Est-ce qu'il y a des changements aussi dans votre vin? Est-ce que vous constatez que...
Oui, bien sûr, parce que évidemment, si on a des maturités accrues, on va avoir un peu plus de sucre. Donc, qui dit sucre va dire aussi plus gros taux d'alcool, des taux d'alcool plus élevés. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Nous, on travaille à replanter des parties du vignoble avec des cépages qui demandent un peu plus de maturité. Donc, ça nous permet de jouer avec les maturités puis rabaisser un peu le taux d'alcool, mais c'est certain que c'est un enjeu. Et puis, c'est quelque chose qu'on a dû faire au cours de 15 ans. Là. On parle pas de génération, là. Oui, c'est très rapide. Madame Hébert-Haché, est-ce que le Québec pourrait devenir un grand producteur de pinot noir ou de chardonnay? Le Québec est déjà un producteur de très bons pinot noir et chardonnay, je dirais. C'est sûr qu'en volume, notre région viticole, nos régions viticoles sont très étendues. Oui. On fait de la vigne sur une très, très grande surface, mais dans des petites pochettes climatiques dans chacune de ces endroits-là, dans toutes les régions. On va chercher les meilleurs terroirs dans chacune des régions sur lesquelles on est. On fait du vin même au Saguenay maintenant, en Gaspésie. Oui, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qu'on fait en Gaspésie? Je sais même qu'il y a un vignoble aux Îles-de-la-Madeleine qui ne font que du Baltica, qui est un cépage très hâtif, mais je sais que je pourrais pas vous dire précisément là, les cépages qu'ils font, mais c'est surtout les cépages qui sont plus hâtifs, puis je crois que éventuellement, les pinots noirs, les chardonnays, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment une capacité d'adaptation à différents climats, puis une capacité de faire des bons vins dans des régions plus froides, puis des régions plus chaudes. Donc, je crois que pour le Québec, c'est des cépages qui sont vraiment intéressants parce qu'on a définitivement déjà les saisons de croissance pour faire des vins de grande qualité. Puis les changements climatiques, en allongeant les saisons de croissance, vont peut-être rendre ça possible même sur les zones qui sont un peu plus froides où c'était moins possible dans le passé. Mais ça reste que les changements climatiques amènent aussi, on en parle positivement un peu, mais il y a quand même des effets qui sont très négatifs, comme vous mentionnez en ouverture d'émission. Donc, il faut jamais perdre ça de vue. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que le réchauffement du climat, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est ça. Je pense que c'est définitivement... je m'excuse, Marc, là, on a peut-être, Marc et moi, deux visions différentes de ça, mais en tant que chercheuse dans le domaine, c'est sûr que moi, je trouve que c'est une mauvaise chose parce que les défis que ça apporte, chaque année étant tellement différente des années précédentes, c'est pas une réalité qu'on avait avant. Même quand j'ai fait mon doctorat dans les années comme 2016 à 2018, j'avais des saisons plus similaires les unes aux autres. Puis maintenant, chaque hiver est complètement différent. D'un hiver à l'autre, il y a aucune trame commune où il y a toujours des surprises, exactement, des fontes de neige, des pics de chaleur dans des mois qu'on voyait pas avant. Puis on sait pas comment la vigne réagit à ça. Puis c'est dur à étudier parce que chaque événement climatique arrive juste une fois. Puis après ça, on est pris devant le fait accompli. Puis l'année d'après, puis l'autre année d'après, ça se reproduit pas. Donc, c'est très difficile d'obtenir des réponses sur comment la vigne va le prendre, puis comment on peut aider aussi les producteurs à se protéger de ces événements-là. Oui, c'est sûr. Puis moi, je renchérirais là-dessus parce que je suis du même avis que toi, Andréane, dans le sens que les changements climatiques apportent beaucoup d'imprévisibilité dans la planification des opérations parce que, comme Andréane disait, c'est chaque année, chaque hiver, chaque saison est complètement différente l'une de l'autre. Donc, c'est difficile de se baser sur qu'est-ce qu'on a fait l'an passé pour dire ça a fonctionné, fait qu'on va répéter la recette cette année. C'est pas du tout comme ça. C'est très difficile au niveau des planifications là, des opérations au champ et des opérations en cuverie. Oui, justement, M. Hébert, je vais rester avec vous. C'est une période donc d'adaptation où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus avec les bouleversements climatiques? Nous, ce qu'on voit, c'est surtout une recrudescence des gels printaniers, des épisodes de gel printanier. Nous, quand on avait fait notre étude de marché, puis on avait regardé les données climatologiques pour la région où on est, et puis ça disait qu'on était pour geler peut-être avoir un gel printanier peut-être 2 fois en 10 ans. Par contre, quand on est arrivé, ça s'est avéré qu'on avait du gel plutôt 8 fois par 10 ans. Donc, ça l'a rapidement changé notre perception du gel printanier. Pour nous, c'est vraiment un enjeu. Puis ça varie là, d'une région à l'autre, là, mais particulièrement
particulièrement chez nous, c'est vraiment un enjeu. Comme on se trouve sur les hauts plateaux, l'air chaud a tendance à descendre dans les creux, dans la vallée. Ouais, c'est ça, dans la vallée du Saint-Laurent. Puis nous, on a ces masses d'air froid là qui viennent nous causer problème. Donc on est obligé d'être un peu ingénieux, puis de désigner des méthodes de lutte contre les gels printaniers, justement. Là, on parle de feu, on parle de géotextile, on parle de quoi? Ouais, pour nous c'est plutôt les tours à vent qui sont des espèces d'énormes ventilateurs là, qui sont sur des tours qui vont prendre l'air chaud qui est en train de monter. C'est ça. L'idée, c'est quand on pense aux nuits de gel, là, c'est souvent des nuits où il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent, et puis il va s'installer ce qu'on appelle une inversion de température, c'est-à-dire que l'air chaud qui est normalement au sol, que dans le fond le soleil a réchauffé le sol, donc le sol a emmagasiné de la chaleur durant la journée, puis pendant la nuit, qu'est-ce qui va arriver, c'est que cet air chaud-là, comme il n'y a pas de vent ou il n'y a rien qui va l'empêcher de monter, l'air chaud va monter, c'est le principe de la montgolfière, là, quand on y pense. Donc l'air chaud va monter et l'air froid va venir s'installer au sol. Et puis ça cause des dommages au sol, de gel au sol. Donc il y a ces énormes ventilateurs là qu'on appelle des tours à vent qui vont prendre cet air chaud là qui est en train de monter et la rabattre au sol. C'est pas magique là, ça nous donne un 2,5 à 3 degrés. Puis souvent c'est suffisant pour passer au travers des nuits de gel. On a des zones du vignoble qui sont pas très bien protégées par les tours à vent. Donc dans ces zones-là, on va faire des feux, on utilise des bougies à la stéarine, qui est comme une espèce de paraffine un peu plus écologique, et puis qui donne un peu plus de chaleur. Et puis c'est ça. Puis nous, on monitore les masses d'air froid. Donc on se retrouve avec juste ici, nous on a une quarantaine de sondes de température dans le vignoble. Donc on est capable de voir en temps réel comment le froid se déplace dans le vignoble pour pouvoir adapter nos méthodes de lutte. Entendu. Quelles sont les conséquences donc concrètes des changements climatiques sur les vignobles québécois, Madame Hébert-Haché? Oh, c'est vraiment une question quand même assez chargée. Là. Par exemple, les maladies, les ravageurs. Ouais. Tu sais, je pense en ouverture d'émission, vous y avez touché un peu à toutes les grandes catégories. C'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme ravageurs? Qu'est-ce qu'on a comme ravageurs? On a. Je pense que Marc vous en parlerait beaucoup aussi. Mais tu sais, on a des ravageurs, on a des grandes familles de ravageurs. Tu sais, on a des ravageurs, tu sais, au niveau des insectes. Tu sais, par exemple, je pense aux cicadelles, par exemple, qui sont un problème plus dans les cultures biologiques, par exemple, qu'on a moins d'outils contre ça en culture bio, en biodynamie, par exemple. Mais on a aussi des ravageurs comme la tordeuse la vigne, par exemple, qui est un ravageur qu'on voyait pas tant que ça. Puis encore une fois, peut-être Marc va pouvoir en parler de ça. Mais moi, je trouve qu'on voyait peu de tordeuse la vigne. Puis on en voit beaucoup dans des régions plus chaudes canadiennes, comme par exemple en Ontario, dans la région de Niagara. Puis là, on commence à en voir, tu sais, au vignoble de recherche expérimentale sur les terres de la baie d'Oka. Nous, on voyait pas de tordeuse la vigne jamais. Puis là, de plus en plus, à chaque année, on en voit un peu plus, au point qu'il faut qu'on commence à poser des gestes contre ce ravageur-là. Puis en termes de nouveaux ravageurs, par exemple. Oui, est-ce qu'il y en a qui viennent du sud, qui se déplacent, en fait? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs raisons à ça, mais tu sais, c'est sûr que vu qu'on est aux limites septentrionales de la répartition de certains des ravageurs, je pense à le alfalfa tree hopper, là, je m'excuse de le dire en anglais, là, mais c'est comme une punaise, là, si on veut, qui peut être, qu'on pense qui est vecteur d'un virus de la vigne. Donc, si on commence à voir cette punaise-là, par exemple, de plus en plus au sud, puis monter, c'est sûr qu'on pourrait avoir des problèmes qu'on n'a pas en ce moment. T'sais, on n'a pas vraiment beaucoup de virus au Québec encore, alors que d'autres régions viticoles canadiennes ont plus de problèmes avec ça. Nous, on en a beaucoup moins. Les vecteurs de virus semblent moins actifs, moins présents, potentiellement, ou je ne sais pas si c'est la distribution, mais est-ce qu'on a l'impression que les vecteurs se sont distribués dans ces régions-là graduellement au fil des années, puis là, tranquillement, s'en viennent de notre côté aussi. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit qui va s'en venir. Il y a aussi le fulgore tacheté, qui est un insecte qui a une veille, là, pour dès qu'il est détecté au Canada, au Québec, il faut le rapporter, c'est vraiment important. Puis beaucoup de producteurs au sud, proches des lignes, vont vraiment suivre le développement de cet insecte-là. Puis c'est un insecte qui va causer beaucoup de dommages sur les vignes, tu sais, surtout quand les raisins arrivent à maturité, ils vont vraiment faire
des grosses accumulations d'insectes dans les vignobles. C'est vraiment terrible comme ils vont problème. se nourrir finalement. Est-ce que c'est la même chose du côté des maladies? On parlait des maladies fongiques. On parlait un petit peu de ça. Est-ce que ça multiplie le fait que... Moi, j'ai l'impression, c'est sûr que je suis pas non plus phytopathologiste, mais ma compréhension, ma vision de ce que je vois dans les dernières années se développer, c'est que c'est pas nécessairement des nouvelles maladies, c'est juste qu'on en voit de plus en plus. Puis je crois que c'est juste à cause un peu de l'instabilité climatique qu'on a dans les vendanges. Comme Marc l'exprimait tantôt, on a maintenant des défis aux vendanges, des maladies fongiques qui sont présentes de façon beaucoup plus intense qu'avant. Puis vu nos chaleurs qu'on a, au lieu d'avoir des températures plus fraîches, on va avoir des chaleurs quand même loin jusqu'en septembre des fois. Puis on va avoir des maladies comme la pourriture acide. Par exemple, moi, c'est une maladie que je pense rapidement qu'on voyait peut-être un peu moins avant. Maintenant, on en voit de plus en plus. Mais ça a aussi peut-être un lien avec le choix des cépages qu'on a. Plus on a des vinifera, par exemple, plus on va avoir certaines maladies qui vont se développer. Donc, l'industrie est en mouvement, mais les changements climatiques aussi. Donc, Oui, Monsieur Théberge, comment vous vous réinventez en l'absence souvent aussi de neige, le couvert de neige disparaît, mais aussi face à tous ces ravageurs et ces maladies qui vous attaquent plus. Ouais, c'est ça. On est beaucoup dans l'observation, puis dans l'essai de comprendre. Ouais. Nous, on observe beaucoup tout ce qui est ravageur. Pour donner un exemple, on a des problèmes avec le scarabée japonais. On a eu des problèmes pendant des années avec le scarabée japonais, qui est une espèce de petite bête qui va transformer les feuilles en belles dentelles. Puis quand la vigne n'a plus de feuilles pour faire de la photosynthèse, elle a de la difficulté à faire mûrir son raisin. Donc pendant des années, on avait des problèmes avec ça. Puis une des personnes sur notre équipe est biologiste, puis elle a remarqué qu'on avait des scarabées qui étaient un peu différents. Et puis je parle de ça il y a peut-être 8 ou 9 ans, puis elle avait envoyé une photo à une de ses amies qui travaillait à l'insectarium à Montréal. Puis c'est comme ça qu'on a découvert que dans le fond, il y avait une petite mouche qui venait parasiter les scarabées. Puis justement, sa collègue de l'insectarium nous avait dit, faites rien, pour encourager cette mouche-là qui vient parasiter les scarabées à se reproduire pour atteindre un équilibre écologique qui va faire qu'on a beaucoup moins de problèmes avec les scarabées japonais. Puis la stratégie a très bien fonctionné. On est rendu maintenant, on a à peu près 75% des scarabées qui sont parasités. Oui, donc, qui sont malades, finalement. Donc ça fait que la nature s'est rééquilibrée à ce niveau-là. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Nous, on voit beaucoup plus, comme Andréane parlait, là, de tordeuses de la vigne. On en voit de plus en plus dans les abords de forêt. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter des endroits où voyons comment je pourrais dire, les prédateurs de la tordeuse de la vigne pourraient se cacher puis venir aider à attaquer finalement. Ouais, c'est ça, et à rééquilibrer un peu la nature naturellement. Puis bon, dans les années où est-ce qu'on en voit beaucoup, on est obligé de traiter un peu, mais on essaie autant que possible de laisser la nature s'équilibrer. Entendu. Madame Hébert-Haché, comment les vignerons s'adaptent aux nouvelles réalités? On a évoqué tout à l'heure des toiles géotextiles, mais est-ce que c'est bon aussi pour les vignes hybrides? Est-ce que des vignes qui seraient peut-être plus résistantes? C'est quoi exactement ce projet? Quand on parle des toiles géotextiles, je dirais que c'est une solution à un problème qu'on a depuis très longtemps. Ouais, c'est vraiment les grands froids hivernaux. En fait, même on réalise que l'utilisation des toiles géotextiles contre, par exemple, les gels printaniers est vraiment une arme à double tranchant qui doit être utilisée de façon vraiment, on comprend, c'est encore difficile à utiliser pour les producteurs. C'est vraiment trop difficile, je pense, dans les gels printaniers en ce moment. Ça peut nuire plus que d'autres choses souvent. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un chercheur dans le sud du Québec, Vaïdi Kani, qui travaille là-dessus, puis qui montrait comment il faut vraiment mettre la toile à un moment idéal de la journée. Si on veut l'utiliser contre les gels printaniers, il faut la mettre après que le sol ait emmagasiné sa chaleur, puis dans le fond, pour retenir la chaleur, pour pas le perdre, comme Marc décrivait plus tôt. Mais c'est difficile quand on a plusieurs hectares de vignes, de faire des kilomètres et des kilomètres, des kilomètres de toile géotextile. C'est impossible, tu sais. Donc, tu sais, quand on parle de toile,
on utilise de plus en plus cette technologie-là. Puis le Conseil des vins du Québec récemment avait des chiffres comme quoi c'est 95% des vignes qui ont besoin d'être protégées, qui sont protégées avec les toits géotextiles pendant l'hiver. Okay. Mais c'est sûr qu'on comprend mal encore la technologie, vu que ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'utilise au Québec, puis qui n'est pas utilisée nulle part ailleurs dans le monde. Donc, les recherches qu'on fait à ce niveau-là, on a fait beaucoup de recherches dans le passé pour comprendre l'impact de différentes pratiques sur son utilisation, par exemple les hauteurs, les façons de l'installer, des choses comme ça. Puis là, on est vraiment rendu dans la recherche à comprendre son impact sur la physiologie de la vigne, parce qu'on ne sait pas. Puis, on ne sait pas comment la vigne construit sa résistance ou sa rusticité au froid quand elle a une toile qui la couvre, des choses comme ça. Comment ça influence son débourrement vraiment précisément? Est-ce qu'on avance le débourrement? Est-ce qu'on retarde? C'est quoi il y a beaucoup de complexité. Oui, exactement. Donc, quand on parle de stratégie que les vignerons utilisent, je crois, il y a une pratique, on parlait beaucoup avec les agronomes récemment de comment il y a eu longtemps des sols à nu dans les vignobles, par exemple. Puis là, c'est sûr qu'avec les pluies diluviennes qu'on reçoit à chaque année maintenant, oui, il y a beaucoup d'imprévisibilité, mais ce qu'on sait, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, Marc, c'est qu'on va avoir au moins un événement de très grande pluie, très abondante, très brusque sur quelques jours exactement, qui va faire qu'on va avoir beaucoup d'érosion si les sols sont à nu. Donc, c'est important d'avoir, par exemple, des cultures de couverture, s'assurer qu'il y a le moins possible de sol à nu sur le vignoble. C'est pas des stratégies nécessairement que les vignerons vont mettre en place en se disant je me protège contre les changements climatiques, mais c'est plus genre il faut vraiment que je protège mon vignoble contre tous les défis auxquels il fait face qui sont si imprévisibles. Oui. Et puis qu'est-ce qui est une solution pour un truc peut être nocif pour un autre truc. Un exemple, si on a une couverture de sol complète, c'est parfait pour les gros coups d'eau. Donc quand on a des grosses pluies. Par contre les gels de printemps, c'est beaucoup plus difficile parce que le sol emmagasine beaucoup moins de chaleur s'il est couvert de végétaux. Donc, un sol à nu est beaucoup plus propice à aider lors d'un épisode de gel printanier. Par contre, si on a de la pluie au printemps, on a de l'érosion. Fait que, il y a pas de solution miracle. Oui, vous, je sais que vous êtes biologique. Est-ce que ça vous aide? Et ça consiste en quoi exactement pour que tout le monde comprenne bien, là? Ça consiste en quoi? Par rapport au changement climatique, est-ce que vous considérez que ça vous aide? Je pense que comme on est beaucoup plus dans l'observation, parce que en biologie, quand en régie biologique, on a tendance à être beaucoup plus dans l'observation, puis d'adapter nos traitements en fonction de ce qu'on observe dans le vignoble. Parce que en régie biologique, on a très peu de remèdes. Qu'est-ce qu'on a? C'est des protectants pour aider la vigne à passer au travers d'un épisode. Donc, si c'est un protectant, il faut que ça arrive évidemment avant. Là. C'est un peu comme votre parapluie. Le parapluie, s'il n'est pas ouvert quand la pluie commence, on va être mouillé. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, en régie biologique, pour bien faire les choses, il faut être vraiment en observation, puis voir des conditions qui peuvent amener des problématiques, puis gérer un peu à l'avance. Donc, moi, je pense que justement, les changements climatiques qui amènent beaucoup de variations de température font que les vignobles qui sont plus en mode observation qu'en mode suivre une recette vont selon moi, mieux tirer leur épingle du jeu. Mais c'est mon opinion personnelle. Je rajouterais aussi je rajouterais que les vignobles, qui mettent de l'avant des pratiques qui favorisent la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui va être favorable. Tu sais, comme par exemple, Marc, dans l'exemple de son vignoble, s'il avait mis beaucoup d'insecticides dans le passé, il n'y aurait jamais eu cette guêpe-là parasitoïde des scarabées japonais. Ouais. Donc, tu sais, les pratiques qui favorisent, c'est ça, la biodiversité. Souvent, les pratiques plus en régie biologique vont être plus dans ce sens-là, avec des nuances, là, mais en général, ça va aller dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment un atout, je pense. Puis, au Québec, on est quand même chanceux d'avoir une grande conscience environnementale, je trouve, auprès de nos producteurs sur l'ensemble du vignoble québécois. Puis je crois que ça c'est bénéfique, mais c'est quand même, ça rajoute des défis aussi. Tu sais, on a moins d'outils dans le coffre à outils, comme Marc l'expliquait, puis on a moins de... C'est ça, il faut être plus diligent. Et comment le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, donc le CRAM, soutient-il les vignobles dans leur adaptation? On parle d'adaptation, là. Oui, vraiment. On a énormément de projets de recherche. Tous les projets de recherche qu'on fait sont en réponse à des besoins de l'industrie. Donc, on travaille très rapproché avec le Conseil des vins du Québec, qui représente une grande proportion des producteurs québécois, pour vraiment comprendre c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi que eux considèrent comme des priorités de recherche pour leur industrie. Puis nous, après ça, on développe des projets de recherche en réponse à ces priorités-là. On a beaucoup de projets de recherche,
les fonds de recherche qui existent, qui sont disponibles pour notre centre, par exemple, ont toutes les changements climatiques en tête. C'est vraiment l'adaptation est une grande ligne directrice de beaucoup de programmes, tu sais. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui est toujours à l'avant-plan de tous les projets qu'on met de l'avant. Tu sais, dans les projets qu'on a... des nouvelles choses, des nouvelles stratégies, Oui, exactement. Tu sais, par exemple, on parle de gel printanier. Tu sais, on a des nouvelles technologies pour se battre contre les gels printaniers. Les technologies que Marc décrivait sont excellentes, mais il y en a d'autres aussi maintenant qui sont disponibles, comme il y a plusieurs technologies de fils chauffants qu'on pourrait utiliser pour réchauffer le microclimat autour de la vigne, par exemple, qu'on teste. Aussi des technologies comme les nanocristaux de cellulose qui peuvent être utilisés pour vraiment construire un écran protecteur autour des bourgeons de vigne pour les protéger du gel. Un écran comme thermique. Donc, tu sais, c'est des nouvelles technologies, par exemple, juste un exemple parmi la machinerie d'autres, aussi? Oui, ben c'est sûr que dans la machinerie, c'est vraiment un sujet, je trouve, intéressant dans comment c'est quoi la possibilité pour les vignerons d'adopter ces technologies-là. Donc, on a pris une approche un peu différente là au CRAM dans nos recherches à ce niveau-là, mais on a, par exemple, on teste la technologie des rayons UVC qui est reconnue par plusieurs centres de recherche ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis, en France, comme pouvant être utiliser les rayons UVC contre les maladies fongiques, par exemple. Donc, certaines équipes parlent d'utiliser les UVC pour augmenter les défenses naturelles de la plante, tandis que d'autres équipes parlent d'utiliser les rayons UVC vraiment directement contre les maladies fongiques, là, vraiment attaquer les spores, les organismes fongiques eux-mêmes. Donc, leur donner des coups de soleil puis les faire oui, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, ces machines-là qui sont disponibles commercialement coûtent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars des fois. Oui. Donc, nous, on a parlé avec une équipe de recherche à Cornell University aux États-Unis, puis on a créé notre propre machine UV qui peut être tirée par un tracteur. Donc, ça coûte environ 15 000 $ au lieu de coûter 70 000 ou 200 000 $. Mais c'est comme une option qui serait potentiellement disponible, tu sais, puis qu'on veut fournir les plants puis aider les producteurs s'ils veulent ça construire eux-mêmes. Tu sais, donc, c'est un projet qui est en cours en ce moment. On teste son efficacité. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis l'autre projet aussi similaire, si je peux le partager, que je trouve vraiment intéressant, c'est au niveau des fils chauffants. Il y a des grands systèmes très, très, très dispendieux français de fils chauffants. Puis nous, on a créé notre propre fil chauffant à l'aide de fils, exactement, à l'aide de fils utilisés pour la plomberie, par exemple, pour prévenir le gel des tuyaux. Donc, c'est vraiment maison, ça fonctionne avec une génératrice, mais ça coûte vraiment moins cher. Puis, en ce moment, on vient justement de commencer à tester son efficacité. Donc, on trouve que c'est vraiment stimulant comme projet parce que, vu l'étendue de nos vignobles sont plus petits. On n'a pas des grands domaines comme il peut y avoir dans d'autres régions. Donc, je pense qu'il faut aussi penser à des solutions qui sont peut-être plus abordables puis plus réalistes pour nos plus petits producteurs. Mais éventuellement, c'est sûr je pense qu'on va se rendre à ces grandes technologies. Oui. Un mot de la fin, Monsieur Théberge. Est-ce que vous êtes optimiste? Le futur, vous le voyez comment? Très rapidement. Ben, moi, je suis très optimiste parce que, justement, je trouve qu'au Québec, on a cette chance-là d'avoir, tu sais, c'est une très grande région, le Québec. Oui. Donc, si jamais les changements climatiques viennent qu'à nous causer vraiment des problèmes, ben, on peut toujours migrer soit vers le nord ou migrer en altitude. Donc, pour le vignoble québécois, moi, je trouve qu'on est super bien placé comparativement à nos compatriotes, parfois en Europe, où aller plus haut ou aller plus au nord est plus difficile. Donc, moi, je suis très, très optimiste. Là. Je trouve qu'on est dans une position qui est magnifique là, pour la viticulture et la vinification. Ben, tant mieux. Donc, on était en compagnie de Marc Théberge, copropriétaire vigneron au domaine Bergeville, donc en Estrie, et Andréane Hébert-Haché, directrice générale et chercheuse au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, le CRAM. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher et à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.